Bienvenue chez le Neurophilosophe, le podcast où nous explorons ensemble les liens fascinants entre la philosophie et les découvertes les plus récentes en neurosciences et psychologie. Je suis neuroscientifique et philosophe, et aujourd'hui, je vous propose un sujet qui nous touche tous de près, le bonheur. Nous pensons souvent savoir ce qu'il est, nous cherchons à l'atteindre, mais est-ce vraiment si simple ? Le bonheur est-il une question de choix personnel, ou bien est-il une illusion, un concept façonné par des forces extérieures que nous ne maîtrisons pas vraiment ? C'est la question que nous allons explorer aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parcourir des siècles de réflexion philosophique sur le bonheur, des stoïciens aux existentialistes, pour comprendre si le bonheur est quelque chose que nous pouvons véritablement contrôler. Nous découvrirons également ce que la psychologie moderne et les neurosciences ont à dire sur ce sujet. Vous allez voir, c'est surprenant. En effet, pourquoi ne sommes-nous pas plus heureux aujourd'hui alors que nous avons tout ce qu'il faut pour l'être ? Technologie avancée, confort moderne, une qualité de vie que nos ancêtres n'auraient même pas pu imaginer. Et pourtant, les études montrent que les niveaux de bonheur n'ont pas vraiment augmenté. En fait, dans certains cas, ils ont même baissé. Nous irons encore plus loin en explorant ce paradoxe avec des études récentes qui révèlent que certaines des personnes les plus pauvres de la planète, vivant dans des conditions difficiles, affichent un niveau de bonheur similaire à celui des personnes les plus riches du monde. Comment est-ce possible ? Comment expliquer ce décalage entre ce que l'on a et ce que l'on ressent ? Nous parlerons aussi du rôle des émotions inconscientes dans cette quête du bonheur. Les neurosciences révèlent que beaucoup de nos décisions, de nos émotions et même notre sentiment de bonheur sont influencés par des processus dont nous n'avons même pas conscience. Est-ce que cela signifie que nous ne contrôlons pas vraiment notre bonheur ? Où pouvons-nous reprogrammer notre cerveau pour être plus heureux grâce à la neuroplasticité, cette incroyable capacité du cerveau à se modifier lui-même ? Alors, si vous vous êtes déjà demandé si le bonheur était une simple question de volonté ou si nous sommes en réalité limités par des facteurs biologiques et sociaux, vous êtes au bon endroit. Je vais vous présenter des idées et des études qui vont peut-être bouleverser votre conception du bonheur et vous amener à reconsidérer la manière dont vous le poursuivez. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais aussi vous montrer comment des pratiques comme la méditation ou la thérapie cognitive peuvent réellement modifier les circuits de votre cerveau et potentiellement vous rendre plus heureux. Ce n'est pas une promesse vide, c'est la science qui parle. Nous irons au cœur des avancées en neurosciences pour comprendre comment, dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite, où l'on est constamment stimulé et distrait, nous pouvons retrouver une forme de bien-être durable. Vous allez découvrir des concepts philosophiques sophistiqués, des découvertes neuroscientifiques étonnantes, et vous ressortirez avec des outils concrets pour mieux comprendre votre propre rapport au bonheur. Alors, installez-vous confortablement parce que cet épisode va vous emmener au cœur d'une réflexion profonde sur une question aussi vieille que l'humanité. Le bonheur est-il un choix ou une illusion ? Dans la quête du bonheur, nous nous tournons naturellement vers les philosophes qui, depuis des siècles, tentent de répondre à la question de savoir ce que signifie réellement être heureux. Pour les stoïciens, par exemple, le bonheur est avant tout une question de maîtrise de soi, de tranquillité intérieure et de détachement vis-à-vis des événements extérieurs. Selon cette école de pensée, il ne s'agit pas de rechercher des plaisirs ou d'éviter les douleurs, mais plutôt d'apprendre à accepter le monde tel qu'il est, avec ses hauts et ses bas. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, nous enseigne que le bonheur ne peut être atteint qu'en apprenant à contrôler nos désirs et nos réactions face à ce qui nous entoure. En d'autres termes, le bonheur n'est pas une question de ce qui nous arrive, mais de comment nous y réagissons. Imaginez un instant cette perspective dans notre monde moderne,
Nous vivons dans une société qui valorise le succès matériel, l'accomplissement personnel et la satisfaction immédiate. Nous sommes constamment bombardés de messages nous disant que nous serons plus heureux si nous achetons tel ou tel produit, si nous atteignons tel objectif ou si nous suivons tel modèle de vie. Mais les stoïciens nous rappellent que cette course effrénée vers un bonheur conditionné par des éléments externes est en réalité vouée à l'échec. Le monde extérieur est instable et imprévisible. Les choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, comme la santé, l'économie ou les actions des autres, peuvent changer à tout moment. Alors, si notre bonheur dépend de ces facteurs, nous ne serons jamais vraiment heureux. Sénèque nous incite donc à retourner cette logique. Si nous voulons être heureux, nous devons apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons véritablement maîtriser, c'est-à-dire nos pensées et nos attitudes. Cette perspective stoïcienne peut sembler rigide ou austère à première vue, mais elle repose sur une idée fondamentale. Le bonheur véritable est durable et ne fluctue pas avec les aléas de la vie. Pour les stoïciens, cette tranquillité d'esprit est la clé du bonheur, car elle nous permet de rester sereins face aux difficultés, de ne pas nous laisser submerger par les émotions négatives et de maintenir un état de contentement intérieur malgré les circonstances. Mais cette vision stoïcienne est-elle réaliste? Est-il possible, dans un monde aussi complexe et dynamique que le nôtre, de maintenir ce genre de contrôle émotionnel? C'est là que la philosophie existentialiste, et en particulier les idées de Jean-Paul Sartre, apportent une nouvelle dimension à cette réflexion. Sartre, l'un des principaux penseurs existentialistes, rejette l'idée que notre bonheur peut être trouvé en cherchant à contrôler nos désirs ou en acceptant stoïquement ce qui nous arrive. Pour lui, le bonheur ne se trouve pas dans une quelconque harmonie avec le monde, mais dans l'exercice de notre liberté. Selon Sartre, l'être humain est condamné à être libre, c'est-à-dire que, qu'il le veuille ou non, il doit choisir à chaque instant de sa vie. Même ne pas choisir est un choix en soi. Cette liberté, selon lui, est à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle nous donne la capacité de créer du sens dans un monde qui n'en a pas intrinsèquement. Mais elle nous impose aussi la lourde responsabilité de nos propres actions et de nos propres échecs. L'idée centrale de Sartre est que nous ne pouvons pas fuir notre liberté et par conséquent, nous sommes les seuls à pouvoir donner un sens à notre existence. Le bonheur, dans cette perspective, n'est pas quelque chose qui nous est donné ou que nous pouvons simplement recevoir en ajustant notre mentalité. Il doit être créé activement à travers nos choix, nos projets et notre engagement dans le monde. Cela signifie également que nous devons faire face à l'angoisse existentielle, cette peur sourde qui résulte de la prise de conscience que notre vie n'a pas de sens préétabli et que nous devons constamment naviguer dans l'incertitude de nos choix. Pour Sartre, le bonheur est donc un projet en perpétuelle construction. Il ne s'agit pas d'un état stable que l'on peut atteindre une fois pour toutes, mais plutôt d'une quête qui se renouvelle sans cesse. Cette quête repose sur notre capacité à nous engager pleinement dans nos actions, à accepter notre liberté et à prendre la responsabilité de la direction que nous donnons à notre vie. Mais encore une fois, cette vision existentialiste soulève des questions. Si le bonheur dépend de notre capacité à choisir, comment expliquer les situations où nous nous sentons contraints par des facteurs extérieurs? Après tout, nos choix sont souvent limités par des contraintes sociales, économiques ou psychologiques. Est-ce que cela signifie que le bonheur est réservé à ceux qui ont les ressources nécessaires pour faire des choix significatifs? Ou bien y a-t-il un espace pour la liberté, même dans des situations de contrainte? C'est ici que la psychologie moderne et les découvertes en neurosciences viennent enrichir le débat. Prenons l'exemple de certaines études qui montrent que les niveaux de bonheur sont étonnamment similaires entre des groupes très différents sur le plan socio-économique. Des chercheurs ont découvert que les peuples autochtones
vivant dans des conditions de pauvreté extrême, affichent des niveaux de bonheur équivalents à ceux des personnes les plus riches du monde, notamment les 500 plus grandes fortunes américaines. Comment expliquer ce phénomène? Si le bonheur dépendait uniquement de la richesse matérielle et des opportunités que celle-ci offre, nous devrions nous attendre à un fossé énorme entre ces deux groupes. Pourtant, ce n'est pas ce que nous observons. Cela nous pousse à reconsidérer la place de la satisfaction matérielle dans notre quête du bonheur. Bien sûr, avoir ses besoins de base satisfaits est crucial pour atteindre un certain niveau de bien-être. Mais au-delà de cela, la psychologie montre que le bonheur est beaucoup plus complexe et dépend d'une multitude de facteurs, dont certains échappent complètement à la richesse matérielle. Le sentiment de connexion sociale, le sentiment d'accomplissement personnel et même la gratitude jouent un rôle fondamental dans notre perception du bonheur, souvent plus que les biens matériels. Une autre étude récente renforce cette idée en montrant que, malgré une hausse du niveau de vie dans de nombreux pays, les niveaux de bonheur déclarés n'ont pas suivi la même tendance. Aux États-Unis, par exemple, alors que le niveau de vie et les salaires ajustés à l'inflation ont augmenté au fil des décennies, les niveaux de bonheur général ont stagné, voire diminué. Il semble que la simple accumulation de biens matériels ne suffit pas à combler un vide émotionnel ou psychologique. Ces données appuyant l'idée que le bonheur n'est pas un produit direct de la richesse ou du confort, mais qu'il repose plutôt sur la manière dont nous interprétons et vivons nos expériences quotidiennes. En parallèle, les neurosciences apportent un éclairage fascinant sur la manière dont notre cerveau traite le bonheur et les émotions positives. Les recherches montrent que notre cerveau est structuré de manière à rechercher des récompenses immédiates, mais qu'il s'habitue rapidement à ces récompenses, les rendant de moins en moins gratifiantes au fil du temps. Ce phénomène, connu sous le nom d'habituation hédonique, explique pourquoi les gens peuvent se sentir insatisfaits malgré un niveau de vie élevé. Nous nous habituons rapidement à de meilleures conditions de vie, à des gadgets plus sophistiqués et même à des promotions professionnelles, ce qui nous pousse à chercher toujours plus, sans jamais atteindre un bonheur durable. Ce cycle perpétuel de recherche du plaisir et de l'insatisfaction qui en découle nous amène à reconsidérer notre approche du bonheur. Si l'accumulation de récompenses extérieures ne mène pas à un bonheur durable, peut-être devrions-nous nous tourner vers des sources de bien-être plus internes et stables. C'est ici que des pratiques comme la méditation et la pleine conscience, issues à la fois de la philosophie orientale et des recherches contemporaines en psychologie, offrent une alternative intéressante. Des études montrent que la méditation régulière peut modifier la structure même du cerveau, renforçant des régions comme le cortex préfrontal, qui est associé à la prise de décision, au contrôle des impulsions et à la régulation des émotions. Ces changements neurologiques suggèrent que nous avons en fait un certain degré de contrôle sur notre bonheur, bien que celui-ci ne se manifeste pas sous la forme d'une accumulation de biens matériels, mais plutôt par la manière dont nous formons nos pensées et nos réactions aux événements de la vie. Le célèbre philosophe grec Épicure l'avait déjà pressenti lorsqu'il affirmait que le bonheur se trouve dans la modération et la sagesse, plutôt que dans la poursuite des plaisirs immédiats. Les recherches contemporaines en neurosciences confirment cette intuition. La quête incessante du plaisir mène souvent à l'épuisement et à l'insatisfaction, tandis que les pratiques de régulation émotionnelle et de réflexion consciente nous permettent de cultiver un état de satisfaction plus stable et durable. Cependant, tout cela ne veut pas dire que le bonheur est entièrement sous notre contrôle. Comme nous l'avons vu avec les concepts de l'habituation hédonique et des études sur les peuples vivant dans des conditions de pauvreté, de nombreux aspects de notre bonheur échappent à notre volonté. Notre cerveau, influencé par des forces inconscientes, des schémas sociaux et des instincts biologiques, joue un rôle crucial dans la manière dont nous percevons notre propre bonheur. Nous ne sommes donc pas entièrement libres de choisir d'être heureux ou non. Ainsi,
Ce qui émerge de ces différentes perspectives philosophiques et scientifiques, c'est l'idée que le bonheur est un phénomène complexe, à la croisée de facteurs internes et externes, conscients et inconscients. Si nous pouvons, dans une certaine mesure, influencer notre propre bonheur, notamment par la manière dont nous structurons nos pensées et nos comportements, nous ne pouvons jamais le contrôler totalement. En fin de compte, peut-être que la véritable clé du bonheur réside dans l'acceptation de cette incertitude. Comme l'ont souligné des penseurs comme Sartre et les stoïciens, le bonheur ne peut pas être quelque chose de stable et de permanent. Il est en constante évolution, toujours influencé par des facteurs sur lesquels nous avons peu ou pas de contrôle. Mais en acceptant cela, et en apprenant à vivre avec l'imperfection et l'incertitude, nous pourrions bien trouver une forme de bonheur plus authentique et durable, un bonheur qui ne dépend pas de ce que nous possédons ou de ce que nous réussissons, mais plutôt de la manière dont nous vivons et interprétons notre propre existence. Dans les parties suivantes, nous continuerons d'explorer ces idées en plongeant plus profondément dans la psychologie positive, les études de neurosciences et les réflexions philosophiques qui pourraient bien transformer la manière dont vous percevez votre propre quête du bonheur. Dans la continuité de notre réflexion sur le bonheur, plongeons plus profondément dans ce que la psychologie moderne et les neurosciences peuvent nous révéler. Après avoir exploré les perspectives philosophiques, il est maintenant crucial d'examiner ce que la science contemporaine dit de nos émotions, de notre bien-être et de la manière dont nous pouvons ou ne pouvons pas influencer notre propre bonheur. Nous avons vu que des figures comme Sénèque, Sartre ou encore Épicure avaient chacun leurs idées sur la façon dont nous devrions approcher la vie pour trouver un sens durable au bonheur, mais que dit la science ? Est-elle plus optimiste ou plus sceptique quant à la possibilité de choisir, d'être heureux ? Commençons par la psychologie positive, un domaine de recherche qui s'est développé au tournant du XXIe siècle, sous l'impulsion de psychologues comme Martin Seligman. La psychologie positive cherche à comprendre ce qui rend la vie digne d'être vécue. Contrairement à la psychologie traditionnelle qui se concentre souvent sur les maladies mentales et les troubles psychologiques, la psychologie positive explore les aspects plus lumineux de l'expérience humaine, le bonheur, la satisfaction, l'épanouissement personnel. Mais ce domaine, aussi prometteur soit-il, a ses limites. Martin Seligman, l'un des fondateurs de cette approche, a proposé un modèle du bien-être basé sur 5 éléments: le plaisir ou émotion positive, l'engagement, les relations, le sens et l'accomplissement, PERMA. Selon ce modèle, une vie épanouie ne repose pas seulement sur les émotions positives, le plaisir immédiat, mais sur des aspects plus profonds comme les relations significatives ou l'engagement dans des activités qui absorbent totalement notre attention, ce que Csikszentmihalyi a appelé l'état de flow. Ce modèle est séduisant dans la mesure où il montre que le bonheur n'est pas qu'une question de ressentir de la joie, mais aussi de s'engager pleinement dans la vie. Cependant, une des questions centrales que soulève ce modèle est: dans quelle mesure avons-nous le contrôle sur ces éléments ? Le plaisir est éphémère, nous le savons tous. Les relations peuvent être fragiles et hors de notre contrôle. Le sens, quant à lui, est subjectif, et certaines personnes peinent à en trouver dans un monde qui peut paraître absurde ou dénué de but. L'accomplissement, bien sûr, dépend en partie de circonstances extérieures. Autrement dit, même si ces éléments sont importants, ils ne sont pas toujours à portée de main, ni aussi modulables que le suggère parfois la psychologie positive. Prenons un instant pour examiner de plus près l'idée du flow. Csikszentmihalyi a montré que nous sommes souvent le plus heureux lorsque nous sommes totalement immergés dans une activité, au point d'en perdre la notion du temps. C'est cet état où l'esprit et le corps sont en harmonie, où les défis de l'activité rencontrent parfaitement nos compétences, ni trop difficiles, ni trop faciles. Vous avez sans doute vécu cet état en pratiquant un sport, en jouant de la musique ou en travaillant sur un projet passionnant. Le flow est une expérience puissante
parce qu'il nous permet de nous échapper de nous-mêmes, d'échapper à l'anxiété ou aux préoccupations du quotidien. Mais la question demeure. Peut-on entrer en état de flow à volonté? Et cet état de bien-être est-il accessible à tous? Après tout, le flow dépend de notre capacité à trouver des activités qui stimulent nos compétences. Une personne confrontée à des difficultés économiques ou à des obligations stressantes a-t-elle réellement le temps ou l'énergie de rechercher ces moments d'immersion? La psychologie positive nous donne donc des pistes intéressantes, mais elle laisse également des zones d'ombre. Elle suggère que nous pouvons améliorer notre bien-être par des actions concrètes, comme cultiver la gratitude, investir dans nos relations et chercher un sens à nos actions. Cependant, elle ne prend pas toujours en compte les limites biologiques et environnementales à notre disposition. Et c'est ici que les neurosciences apportent des réponses fascinantes. Des études montrent que certaines personnes sont naturellement plus enclines au bonheur en raison de facteurs biologiques, tels que leur prédisposition génétique. On parle souvent du set point du bonheur, c'est-à-dire ce niveau de base auquel nous revenons après des événements positifs ou négatifs. Selon cette théorie, environ 50% de notre niveau de bonheur serait déterminé génétiquement, 10% par les circonstances extérieures, comme le revenu ou l'état de santé, et 40% par des activités ou attitudes que nous pouvons modifier volontairement. Cela signifie que nous avons une marge de manœuvre, mais celle-ci est limitée. Le concept du set point a été popularisé par des études sur des jumeaux identiques qui ont montré que même lorsqu'ils sont élevés dans des environnements différents, leurs niveaux de bonheur sont étonnamment similaires à l'âge adulte. Ce qui suggère que, bien que nous puissions influencer notre bonheur à la marge, une grande partie de celui-ci est dictée par des facteurs que nous ne pouvons pas changer. Pourtant, des pratiques comme la méditation, la gratitude ou encore l'activité physique régulière peuvent aider à améliorer notre bien-être, même si elles ne modifient pas notre set point de manière permanente. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, intéressons-nous au système de récompense et de motivation qui joue un rôle crucial dans nos émotions positives. Le neurotransmetteur dopamine, souvent appelé molécule du bonheur, est au cœur de ce système. Il joue un rôle clé dans la façon dont nous anticipons et vivons le plaisir, qu'il s'agisse de savourer un repas, d'accomplir une tâche difficile ou de recevoir des compliments. Pourtant, la dopamine n'est pas un simple messager du bonheur. Elle est également impliquée dans la motivation, nous poussant à répéter des comportements qui nous procurent du plaisir. Ce système de récompense, bien que fondamental à notre survie, présente des limites. En effet, la dopamine nous pousse souvent à rechercher des plaisirs immédiats, mais ces plaisirs ont tendance à s'épuiser rapidement. Prenons l'exemple de l'habituation hédonique, un phénomène que nous avons brièvement mentionné plus tôt. Ce terme désigne la tendance qu'a notre cerveau à s'adapter rapidement à des situations positives, réduisant ainsi l'impact de ces expériences sur notre bonheur. Vous avez probablement déjà ressenti cela après avoir acheté quelque chose que vous convoitiez depuis longtemps. L'euphorie initiale disparaît rapidement et bientôt, cet objet ou cette expérience ne procure plus la même satisfaction. Cela nous pousse à vouloir plus, à chercher de nouvelles sources de plaisir pour combler ce vide. Et pourtant, la satisfaction est toujours temporaire. Cette recherche perpétuelle du plaisir peut devenir un piège, nous laissant constamment insatisfaits. Les neurosciences montrent donc que notre cerveau, en cherchant à maximiser les plaisirs immédiats, n'est pas toujours notre meilleur allié dans la quête du bonheur durable. Cela rejoint l'idée d'Épicure, qui affirmait que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de plaisirs, mais dans la modération et la simplicité. Selon Épicure, le véritable bonheur est atteint en apprenant à désirer moins plutôt qu'en cherchant constamment à obtenir plus. Cette perspective est en résonance avec des pratiques modernes comme la pleine conscience, qui nous invitent à nous concentrer sur le moment présent
et à apprécier ce que nous avons, plutôt que de chercher sans cesse à combler nos désirs. Un autre domaine fascinant où les neurosciences rencontrent la philosophie du bonheur est celui de la neuroplasticité. Ce terme désigne la capacité du cerveau à se remodeler en réponse à l'expérience, à l'apprentissage et à la pratique. Autrement dit, notre cerveau est malléable. Cela signifie qu'il est possible de reprogrammer certains de nos schémas de pensée pour favoriser un plus grand bien-être. Des études sur la méditation et la pleine conscience montrent que ces pratiques peuvent renforcer les connexions neuronales dans les régions du cerveau associées à la régulation des émotions, à la prise de décision et à la compassion. Prenons l'exemple de Matthieu Ricard, un moine bouddhiste et auteur de plusieurs ouvrages sur le bonheur. Souvent surnommé l'homme le plus heureux du monde, Ricard a participé à de nombreuses études neuroscientifiques qui ont montré que la pratique de la méditation à long terme peut entraîner des changements significatifs dans le cerveau. Ces niveaux d'activité dans les régions associées aux émotions positives, à l'empathie et à la compassion sont nettement supérieurs à la moyenne. Ces résultats suggèrent que bien que nous ayons un set point de bonheur, il est possible de l'augmenter par des pratiques régulières qui favorisent la réflexion et la pleine conscience. Cela nous amène à une question importante. Peut-on vraiment choisir d'être heureux ou notre cerveau est-il trop contraint par des facteurs biologiques et environnementaux? La réponse semble se situer quelque part entre ces deux extrêmes. Bien sûr, il existe des limites à notre capacité à contrôler notre bonheur, notamment en raison de nos prédispositions génétiques et des circonstances extérieures. Mais cela ne signifie pas que nous sommes totalement impuissants. Les neurosciences et la psychologie nous montrent que nous avons un certain degré d'agence sur notre bien-être à travers des pratiques et des habitudes qui encouragent des émotions positives et réduisent le stress. Cela rejoint également la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Ce choix de notre réponse face aux événements de la vie, que ce soit par l'acceptation, la méditation ou la réflexion consciente, est peut-être l'une des clés du bonheur. Il s'agit d'une forme de liberté intérieure qui n'est pas liée à la richesse, au succès ou au plaisir immédiat, mais à notre capacité à diriger notre attention vers ce qui compte vraiment et à rester ancré dans le moment présent. Cependant, il est important de noter que cette vision du bonheur en tant que choix personnel peut parfois sembler déconnectée des réalités sociales et économiques. Dans les études que nous avons mentionnées, où des peuples autochtones montrent des niveaux de bonheur similaires à ceux des personnes les plus riches du monde, nous devons également prendre en compte le contexte culturel. Le bonheur n'est pas vécu de la même manière partout dans le monde. Ce que nous percevons comme un bonheur en Occident, souvent lié à l'accomplissement personnel et à la satisfaction des désirs, n'est pas forcément la même chose dans des cultures plus collectivistes, où l'accent est mis sur les relations communautaires, la connexion avec la nature et un mode de vie simple. Cette diversité dans la perception du bonheur soulève des questions sur l'universalité de notre quête. Peut-être que notre vision occidentale du bonheur, qui repose sur l'idée d'autonomie individuelle et de réalisation personnelle, est trop étroite. Peut-être que le bonheur, dans d'autres contextes culturels, réside davantage dans la simplicité, la communauté et le lien avec la nature. Cette perspective rejoint l'idée que le bonheur est relatif, non seulement en fonction des individus, mais aussi des cultures et des époques. En fin de compte, ce que les neurosciences, la psychologie et la philosophie nous montrent, c'est que le bonheur est une notion complexe et multiforme. Il n'est pas réductible à un simple choix personnel, mais il n'est pas non plus entièrement hors de notre contrôle. Nous avons la capacité d'influencer notre propre bien-être à travers des pratiques, des habitudes et des modes de pensée qui nous aident à trouver un sens et à cultiver des émotions positives. Mais il est également important de reconnaître que le bonheur est en partie façonné par des facteurs externes, comme notre environnement,
notre culture et nos prédispositions biologiques. Cela nous amène à une conclusion essentielle. Plutôt que de voir le bonheur comme un objectif à atteindre, nous devrions peut-être le concevoir comme un processus, une quête continue d'équilibre entre nos désirs, nos attentes et les réalités de la vie. Ce processus implique d'accepter que le bonheur est parfois éphémère, parfois hors de notre contrôle, mais que nous avons toujours la possibilité de changer notre regard, de cultiver la gratitude et de créer des moments de bien-être, même au milieu des difficultés. Nous avons déjà abordé l'importance des philosophies anciennes et modernes, ainsi que des avancées en psychologie et neurosciences dans la quête du bonheur. Mais pour aller plus loin dans cette réflexion, il est crucial d'examiner comment notre culture et notre environnement façonnent non seulement notre vision du bonheur, mais aussi la manière dont nous le poursuivons. Car si le bonheur a des racines profondes dans la biologie et la psychologie individuelle, il est également un produit social. Dans notre société moderne, notamment dans les cultures occidentales, une certaine conception du bonheur est dominante, celle de la réussite personnelle, de l'accomplissement individuel et de la satisfaction des désirs. Cette conception est renforcée par la culture de consommation et par une pression constante à maximiser notre bien-être à travers des expériences, des possessions matérielles et des accomplissements visibles. Les réseaux sociaux, par exemple, agissent comme une vitrine permanente où chacun montre ce qui, en apparence, contribue à son bonheur. Des vacances de rêve, des relations parfaites, des réussites professionnelles éclatantes. Mais ce bonheur, qu'on nous présente comme accessible à tous, est-il vraiment à la portée de chacun? Ou s'agit-il d'une illusion renforcée par les attentes sociales et les normes culturelles? Une étude réalisée par Twenge et ses collaborateurs, qui a analysé des données sur plusieurs décennies, a révélé une tendance surprenante. Bien que la vie soit objectivement plus facile et plus confortable pour beaucoup aujourd'hui, en termes d'accès à la technologie, aux soins de santé et à des niveaux de revenus plus élevés ajustés à l'inflation, les gens ne se déclarent pas plus heureux qu'il y a plusieurs décennies. Au contraire, certains indicateurs de bien-être mental, comme les niveaux d'anxiété et de dépression, ont même augmenté dans des pays comme les États-Unis. Cela soulève une question cruciale. Pourquoi le progrès matériel ne conduit-il pas nécessairement à un plus grand bonheur? La réponse pourrait se trouver dans les attentes sociales, dans la manière dont nous percevons notre propre bonheur en comparaison avec celui des autres, et dans les pressions inhérentes à la vie moderne. Cette pression pour performer le bonheur, visible dans la culture de l'image et de la consommation, crée une situation paradoxale. D'un côté, nous avons plus d'outils que jamais pour améliorer notre bien-être, des thérapies à la méditation, en passant par une pléthore de produits et de services conçus pour maximiser notre confort et réduire nos efforts. De l'autre, cette abondance même semble créer un fossé entre nos attentes et la réalité, un fossé qui peut générer frustration et insatisfaction. Prenons l'exemple de la paralysie du choix, une idée explorée par le psychologue Barry Schwartz dans son livre The Paradox of Choice. Schwartz soutient que, dans une société où nous avons accès à une infinité d'options, que ce soit pour choisir un produit, un partenaire ou une carrière, nous sommes souvent submergés par l'abondance. Plutôt que de maximiser notre satisfaction, cette multitude de choix peut provoquer une angoisse face à la peur de ne pas faire le bon choix. La quête du bonheur devient alors une source de stress, car chaque décision est potentiellement porteuse de regrets. L'idée de maximiser son bonheur par le choix constant devient, en quelque sorte, un piège. Cette angoisse de choisir correctement peut saper notre capacité à savourer les moments présents, car nous sommes toujours en quête de quelque chose de mieux. Cet état d'esprit, où l'on cherche à optimiser chaque aspect de notre vie pour maximiser le bonheur, s'illustre également dans la tendance actuelle au développement personnel. Il y a une prolifération de livres, de séminaires et de coachs promettant d'aider les individus à devenir la meilleure version d'eux-mêmes.
Bien que cette démarche puisse apporter des bénéfices en termes de motivation et de confiance en soi, elle s'inscrit dans une dynamique compétitive, presque marchande, du bonheur. On vend l'idée qu'il y a toujours une version supérieure de soi-même à atteindre et que ne pas y parvenir est un signe d'échec. Cette pression culturelle se double souvent de l'idée, de plus en plus répandue dans les sociétés modernes, que le bonheur est une responsabilité individuelle. Nous avons déjà évoqué l'importance de l'autonomie et de la liberté dans la poursuite du bonheur, mais qu'en est-il lorsque ces concepts sont poussés à l'extrême ? Dans un monde où l'on valorise l'indépendance et la capacité de chaque individu à façonner son propre destin, ceux qui ne parviennent pas à être heureux sont souvent perçus comme ayant échoué personnellement. Cela crée un sentiment de culpabilité chez ceux qui, malgré tous leurs efforts, ne parviennent pas à ressentir ce bonheur que la société leur promet comme accessible. Cela peut même conduire à une forme de stigmatisation des émotions négatives, comme la tristesse ou l'anxiété, qui sont perçues comme des obstacles à l'épanouissement personnel. Cette approche hyper-individualiste du bonheur est particulièrement visible aux États-Unis, où la culture de l'optimisme et du self-made man est omniprésente. La philosophie de l'American Dream promet que chacun peut, à force de travail et de détermination, réaliser ses aspirations et atteindre le bonheur. Mais cette vision ne prend pas toujours en compte les inégalités structurelles qui rendent ce rêve inaccessible pour beaucoup. En effet, la capacité à poursuivre le bonheur dépend en grande partie des ressources économiques, sociales et psychologiques à disposition. Il est difficile de se concentrer sur l'accomplissement personnel et l'épanouissement intérieur lorsque l'on se bat pour répondre à ses besoins fondamentaux. Cela nous ramène à une réflexion plus large sur la manière dont notre culture et notre contexte social influencent notre expérience du bonheur. Contrairement à la vision occidentale, individualiste et centrée sur l'accomplissement personnel, d'autres cultures mettent l'accent sur des aspects collectifs du bien-être. Dans les sociétés collectivistes, comme celles que l'on trouve dans certaines parties de l'Asie, le bonheur est souvent perçu comme étant intrinsèquement lié aux relations sociales et à l'harmonie avec le groupe. L'individu ne se voit pas comme une entité autonome, mais comme un élément d'un ensemble plus vaste, où le bonheur découle de l'accomplissement des devoirs envers la famille, la communauté et même l'héritage culturel. Cette approche collectiviste du bonheur met en lumière un aspect souvent négligé dans les discussions sur le bien-être, l'importance des relations interpersonnelles. De nombreuses études ont montré que l'une des clés du bonheur durable réside dans la qualité des relations que nous entretenons avec les autres. Le célèbre Harvard Study of Adult Development, qui a suivi des centaines d'hommes pendant plusieurs décennies, a conclu que les relations sociales de qualité étaient le facteur le plus prédictif du bonheur et de la satisfaction de vie, bien plus que la réussite professionnelle ou la richesse matérielle. Cette idée est également soutenue par les neurosciences, qui révèlent que le cerveau humain est câblé pour la connexion sociale. Lorsque nous interagissons avec des personnes qui nous sont chères, notre cerveau libère de l'ocytocine, un neurotransmetteur souvent surnommé l'hormone du lien. Cette libération d'ocytocine renforce les sentiments de confiance, de sécurité et d'attachement, ce qui favorise le bien-être. De plus, les études en neurosciences montrent que l'isolement social peut avoir des effets néfastes sur le cerveau, augmentant le risque de dépression et d'anxiété. La pandémie de Covid-19 a clairement illustré l'importance des relations sociales dans le bonheur humain. Avec les confinements et les restrictions sociales, beaucoup de personnes ont ressenti une détérioration de leur bien-être mental, même celles qui jouissaient de confort matériel ou d'un environnement domestique stable. Cette crise a révélé que, sans interaction sociale, la vie peut rapidement perdre de son sens. Le bonheur n'est pas une expérience que l'on peut vivre de manière isolée. Il émerge en grande partie de nos connexions avec les autres. Mais il est important de noter que toutes les relations ne sont pas égales en termes de leur contribution au bonheur. Les relations superficielles ou toxiques
peuvent au contraire entraîner du stress et des émotions négatives. C'est pourquoi la qualité des relations, et non leur quantité, est essentielle. Des amitiés profondes, des relations familiales solides et des partenariats amoureux basés sur la confiance et le respect mutuel sont des piliers du bien-être à long terme. Alors, que signifie tout cela pour notre réflexion sur le bonheur ? Il devient évident que, bien que nous soyons encouragés à considérer le bonheur comme un projet individuel, il est en réalité le produit d'interactions complexes entre des facteurs individuels, sociaux et culturels. La quête du bonheur ne peut être réduite à une simple question de volonté personnelle ou de choix, car elle est profondément influencée par les circonstances extérieures, nos relations et les normes de la société dans laquelle nous vivons. À ce stade, nous devons nous poser une question cruciale. Comment concilier cette quête individuelle du bonheur avec les réalités sociales et culturelles qui nous entourent ? Est-il possible de trouver un équilibre entre l'autonomie personnelle et l'interdépendance avec les autres ? Pour y répondre, il faut peut-être revenir à une approche plus nuancée et plus holistique du bonheur, qui reconnaît que celui-ci ne peut être atteint que lorsque nous acceptons à la fois nos propres limites et les influences extérieures. C'est ici qu'intervient le concept de la résilience psychologique, une capacité cruciale pour maintenir un bien-être durable face aux défis de la vie. La résilience se réfère à notre capacité à rebondir après des épreuves, à adapter nos attentes face aux circonstances et à trouver un sens aux événements, même dans les moments difficiles. Elle s'appuie sur un mélange de facteurs internes, comme notre tempérament, et de facteurs externes, comme le soutien social et l'accès à des ressources. Les recherches en psychologie positive ont montré que la résilience n'est pas une qualité fixe. Elle peut être cultivée à travers certaines pratiques, comme la gratitude, la pleine conscience et l'autocompassion. Par exemple, des études ont montré que les personnes qui expriment régulièrement de la gratitude, en prenant le temps de noter ou de réfléchir aux aspects positifs de leur vie, ont tendance à être plus heureuses et plus résilientes face aux difficultés. La gratitude agit comme un tampon contre les effets du stress, en aidant les individus à recontextualiser leurs expériences et à se concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas. De même, l'autocompassion, une pratique développée par la psychologue Christine Neff, consiste à se traiter avec bienveillance et à accepter ses propres erreurs et imperfections. Cette attitude d'acceptation de soi peut améliorer la résilience, en permettant aux individus de naviguer plus sereinement à travers les épreuves, sans s'auto-flageller ou s'enfoncer dans des schémas de pensée négatifs. L'autocompassion nous invite à reconnaître que la souffrance fait partie de l'expérience humaine et que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, ce qui peut paradoxalement nous rapprocher des autres et renforcer notre connexion sociale. En résumé, la quête du bonheur doit être envisagée non pas comme un chemin linéaire ou un projet entièrement individuel, mais comme un processus dynamique qui dépend autant de nos relations et de notre culture que de nos efforts personnels. Le bonheur ne réside pas dans la maximisation des plaisirs ou des possessions, mais dans la capacité à s'adapter, à être résilient et à trouver un équilibre entre nos désirs personnels et les réalités sociales qui nous entourent. Alors que nous avons exploré comment la culture, les attentes sociales et les relations interpersonnelles façonnent notre compréhension du bonheur, nous devons maintenant nous tourner vers un autre aspect fondamental de cette quête. Le rôle des émotions inconscientes et des mécanismes cérébraux profonds qui influencent notre bien-être. La science moderne révèle que de nombreuses décisions, actions et émotions que nous pensons contrôler consciemment sont en réalité fortement guidées par des processus inconscients. Ces processus façonnent non seulement la manière dont nous réagissons aux événements, mais aussi la façon dont nous percevons notre propre bonheur. Notre cerveau est un organe complexe qui a évolué pour maximiser notre survie et non nécessairement notre bonheur. Cela signifie que, dans de nombreux cas, nos réponses émotionnelles et comportementales sont adaptées à des menaces ou des opportunités immédiates plutôt qu'à une quête de bien-être à long terme.
Le cerveau est conçu pour traiter une quantité incroyable d'informations à chaque seconde et il le fait principalement de manière automatique, c'est-à-dire inconsciente. Nos actions, nos pensées et nos émotions sont en grande partie pilotées par ces mécanismes automatiques, ce qui soulève une question importante. Jusqu'à quel point sommes-nous réellement maîtres de notre bonheur ? Pour mieux comprendre cela, examinons de plus près ce que les neurosciences appellent le système limbique, qui est responsable de la régulation des émotions. Ce système est constitué de plusieurs structures cérébrales importantes, telles que l'amygdale, l'hippocampe et l'hypothalamus, qui jouent un rôle central dans nos réponses émotionnelles, nos souvenirs et notre régulation physiologique. L'amygdale, par exemple, est particulièrement impliquée dans les réponses de peur et d'anxiété, mais aussi dans la détection des stimuli émotionnellement significatifs, qu'ils soient positifs ou négatifs. La façon dont l'amygdale réagit à ces stimuli peut influencer profondément notre perception du bonheur. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous êtes assis dans un café en train de boire un café chaud. Soudain, quelqu'un fait tomber une tasse près de vous, provoquant un bruit fort et inattendu. Avant même que vous n'ayez le temps de comprendre ce qui se passe, votre amygdale a déjà réagi, déclenchant une brève montée de stress ou de peur. Ce type de réponse automatique, rapide et inconsciente, est crucial pour notre survie dans des situations potentiellement dangereuses. Mais il peut aussi colorer nos expériences quotidiennes, souvent de manière subtile et inattendue. Les études montrent que les individus diffèrent quant à la sensibilité de leur amygdale. Certaines personnes ont des amygdales particulièrement réactives, ce qui peut les rendre plus sensibles au stress ou à l'anxiété. Cela signifie que des événements anodins ou des situations légèrement inconfortables peuvent déclencher des réponses émotionnelles disproportionnées, affectant ainsi leur bien-être global. À l'inverse, d'autres individus ont une amygdale moins réactive, ce qui peut leur permettre de rester plus calmes et plus résilients face aux événements stressants de la vie. En outre, les neurosciences ont révélé que l'amygdale ne travaille pas seule pour réguler nos émotions. Elle est en interaction constante avec le cortex préfrontal, la région du cerveau responsable des fonctions exécutives comme la planification, la prise de décision et le contrôle des impulsions. Lorsque nous faisons face à un stimulus émotionnel intense, le cortex préfrontal peut intervenir pour rationaliser ou modérer notre réponse émotionnelle initiale. Par exemple, dans le scénario du café, après la montée initiale de stress déclenchée par l'amygdale, le cortex préfrontal peut rapidement prendre le relais, vous faisant réaliser qu'il ne s'agit que d'une tasse cassée et qu'il n'y a pas de véritable danger. Cette modulation permet de calmer la réaction émotionnelle, rétablissant un état de calme. Cependant, le degré d'interaction entre l'amygdale et le cortex préfrontal varie d'une personne à l'autre et peut être influencé par des facteurs tels que le stress chronique, les traumatismes passés, ou même la manière dont nous avons été socialisés à gérer nos émotions. Des études sur les traumatismes montrent que les individus ayant vécu des expériences de vie extrêmement stressantes ou dangereuses ont souvent un dysfonctionnement dans cette relation entre l'amygdale et le cortex préfrontal. Leur amygdale est hyperactive, tandis que leur cortex préfrontal est moins efficace pour moduler ces réponses émotionnelles, ce qui les rend plus vulnérables à l'anxiété, à la dépression et à des émotions négatives persistantes. C'est ici que des pratiques comme la méditation, la pleine conscience et même certaines formes de psychothérapie peuvent jouer un rôle crucial dans la gestion des émotions et l'amélioration du bien-être. Les études ont montré que la méditation régulière peut non seulement renforcer les connexions entre l'amygdale et le cortex préfrontal, mais aussi réduire l'activité de l'amygdale elle-même. Cela se traduit par une meilleure gestion du stress et des émotions, ainsi qu'un sentiment accru de calme et de bien-être général. Des interventions thérapeutiques comme la thérapie cognitivo-comportementale, TCC,
visent à aider les individus à reconnaître et à modifier les schémas de pensée négatifs qui peuvent exacerber les réactions émotionnelles, permettant ainsi de rétablir un équilibre entre les réponses automatiques et les réponses conscientes. Ce qui est fascinant ici, c'est que ces découvertes neuroscientifiques rejoignent certaines des pratiques philosophiques les plus anciennes sur la gestion des émotions. Par exemple, les stoïciens, dont nous avons déjà parlé, préconisaient une forme de détachement émotionnel vis-à-vis des événements extérieurs. Ils croyaient que le bonheur réside dans la capacité à accepter ce qui échappe à notre contrôle et à se concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser, c'est-à-dire nos pensées et nos réactions. Aujourd'hui, les neurosciences confirment que cette forme de régulation émotionnelle est non seulement possible, mais qu'elle peut être renforcée par des pratiques conscientes. Cependant, il est important de noter que cette idée de régulation émotionnelle ne signifie pas supprimer ou ignorer les émotions négatives. En fait, tenter de supprimer des émotions comme la tristesse, la colère ou l'anxiété peut souvent aggraver ces états. Au contraire, la pleine conscience nous enseigne à reconnaître ces émotions lorsqu'elles surviennent, à les accepter sans jugement et à les observer sans y réagir automatiquement. Cette approche permet de désamorcer la charge émotionnelle et de retrouver un certain équilibre. En neurosciences, cette capacité à observer nos émotions sans réagir immédiatement est liée à une activation accrue du cortex préfrontal, qui permet de moduler les réponses émotionnelles automatiques de l'amygdale. La pleine conscience et la méditation sont donc des outils puissants pour favoriser un bien-être durable, car elles nous aident à interrompre le cycle des réponses émotionnelles inconscientes qui peuvent nuire à notre bonheur. De plus, la pratique régulière de ces techniques peut entraîner des changements durables dans la structure et la fonction du cerveau. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que la méditation de pleine conscience peut augmenter l'épaisseur du cortex préfrontal et réduire la taille de l'amygdale, deux changements associés à une meilleure gestion des émotions et à une réduction du stress. Toutefois, ces pratiques ne sont pas des solutions miracles. Elles nécessitent un engagement régulier et une pratique soutenue pour produire des effets significatifs. De plus, elles ne remplacent pas les autres formes de soutien nécessaires, notamment pour les personnes souffrant de troubles psychologiques graves ou de traumatismes non résolus. Mais elles offrent une voie prometteuse vers une plus grande maîtrise de nos réponses émotionnelles et par conséquent vers une plus grande capacité à cultiver le bonheur. Cette exploration des mécanismes inconscients du bonheur nous amène à une conclusion importante. Bien que nous ne contrôlions pas directement toutes nos émotions et réactions, nous avons le pouvoir d'influencer la manière dont notre cerveau réagit aux événements. Nous pouvons apprendre à reconnaître et à modérer nos réponses émotionnelles automatiques, à cultiver des états d'esprit plus positifs et à entraîner notre cerveau à répondre de manière plus sereine aux défis de la vie. Cela nécessite une prise de conscience, de la patience et des efforts constants, mais les recherches montrent que les résultats peuvent être puissants. Enfin, il est essentiel de rappeler que le bonheur n'est pas simplement une absence de souffrance ou de stress. Le bonheur est souvent un processus dynamique qui implique des hauts et des bas, des moments de joie, de tristesse, de doute et de satisfaction. Accepter cette réalité, plutôt que de chercher un état de bonheur constant et parfait, peut en soi être un chemin vers un bien-être plus authentique et durable. Il s'agit d'apprendre à naviguer dans nos émotions, à tirer parti des moments de calme et à ne pas être trop sévère avec nous-mêmes lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. En conclusion, les émotions inconscientes jouent un rôle crucial dans notre quête du bonheur, mais elles ne sont pas inéluctables. Grâce à la pleine conscience, à la méditation et à une meilleure compréhension des mécanismes cérébraux, nous pouvons apprendre à modérer ces émotions, à développer une résilience émotionnelle et à créer les conditions nécessaires pour cultiver un bien-être plus durable. Cette maîtrise progressive de nos réponses émotionnelles peut nous offrir une forme de liberté intérieure, nous permettant de mieux naviguer dans la complexité de la vie
et de trouver un bonheur qui, bien qu'éphémère et fluctuant, peut être profond et authentique. Dans notre exploration du bonheur, il est crucial de comprendre que le cerveau humain, loin d'être une structure fixe, possède une capacité remarquable à se modifier. C'est la neuroplasticité. Cette aptitude à se réorganiser en fonction des expériences et de l'apprentissage est au cœur de notre potentiel à changer et à influencer notre bien-être. En d'autres termes, bien que certaines de nos dispositions émotionnelles ou réactions soient automatiques et inconscientes, nous avons la capacité d'entraîner notre cerveau à réagir différemment aux événements de la vie, à condition de le faire de manière intentionnelle et soutenue. L'une des méthodes les plus puissantes pour activer cette plasticité cérébrale est la méditation. Des études récentes ont démontré que la pratique régulière de la méditation, notamment la pleine conscience, peut entraîner des changements structurels dans le cerveau. Par exemple, les chercheurs de Harvard ont observé que la méditation pouvait augmenter l'épaisseur du cortex préfrontal, une région liée à la prise de décision et à la régulation des émotions. Cette transformation renforce notre capacité à gérer le stress, à modérer nos réactions émotionnelles et à rester plus calme face aux défis. Ce processus rejoint des idées philosophiques profondes, notamment celles des stoïciens. Selon Sénèque, la paix intérieure découle de notre capacité à maîtriser nos réactions face aux événements extérieurs et non des événements eux-mêmes. La méditation, en renforçant la connexion entre l'amygdale, impliquée dans la peur et l'anxiété, et le cortex préfrontal, permet justement de modérer nos réponses émotionnelles automatiques. Grâce à cet entraînement, nous apprenons à ne pas réagir de manière impulsive ou exagérée aux situations stressantes, mais à les aborder avec plus de détachement, ce qui est fondamental pour maintenir une stabilité émotionnelle à long terme. Cependant, la méditation ne se limite pas à la gestion des émotions négatives. Elle joue aussi un rôle crucial dans la cultivation des émotions positives, telles que la compassion et la gratitude, qui sont des piliers du bonheur. Des pratiques spécifiques, comme la méditation de bienveillance, ont montré qu'elles pouvaient renforcer les circuits neuronaux associés aux émotions positives. Cela nous rappelle l'idée d'Épicure, pour qui le bonheur résidait non pas dans l'accumulation de plaisirs immédiats, mais dans la capacité à savourer les plaisirs simples et à cultiver des relations positives. Cette idée trouve aujourd'hui un écho dans les neurosciences, qui montrent que la gratitude et la compassion activent les systèmes de récompense du cerveau, libérant des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, responsables des sentiments de bien-être. L'autre aspect fondamental de la neuroplasticité concerne la création de nouvelles habitudes. Chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, que ce soit une compétence ou un comportement, nous modifions les connexions neuronales de notre cerveau. Ces nouvelles connexions se renforcent avec la répétition, ce qui rend les comportements ou pensées plus automatiques avec le temps. Cela signifie que, même si certaines personnes semblent plus prédisposées au bonheur en raison de leur génétique ou de leur éducation, il est possible par la pratique et la répétition de reprogrammer le cerveau pour favoriser des comportements et des pensées qui soutiennent un bien-être durable. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite adopter une nouvelle habitude, comme pratiquer régulièrement l'exercice physique ou la gratitude. Les premières tentatives peuvent sembler difficiles, car le cerveau est naturellement câblé pour rechercher des récompenses immédiates et éviter l'effort. Cependant, avec la persévérance, cette personne entraînera progressivement son cerveau à associer ces nouvelles habitudes à des sentiments de satisfaction et de plaisir. Des études montrent que l'exercice physique régulier, en particulier, peut stimuler la production de neurotransmetteurs tels que les endorphines et la sérotonine, qui améliorent l'humeur et réduisent les sentiments de stress et d'anxiété. De la même manière, la pratique de la gratitude peut transformer la manière dont le cerveau perçoit les événements, en nous aidant à concentrer notre attention sur les aspects positifs de notre vie, plutôt que sur les négatifs.
Cette idée de créer des habitudes positives rejoint une autre approche fondamentale de la psychologie, la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. La TCC repose sur l'idée que nos pensées influencent nos émotions et comportements, et que nous pouvons modifier nos schémas de pensée négatifs pour améliorer notre bien-être. Les neurosciences soutiennent cette approche en montrant que la restructuration cognitive modifie réellement les circuits neuronaux. Lorsque nous remplaçons consciemment des pensées automatiques négatives par des pensées plus constructives, nous créons de nouvelles voies neuronales qui, avec le temps, deviennent plus fortes. Cela entraîne un changement durable dans la manière dont le cerveau réagit aux défis émotionnels, nous rendant plus résilients face aux difficultés. Prenons un exemple concret. Une personne qui lutte avec des pensées répétitives de type « je ne suis pas à la hauteur » ou « je ne réussirai jamais » peut, grâce à la TCC, apprendre à reconnaître ces schémas de pensée et à les remplacer par des pensées plus réalistes et positives, telles que « je fais de mon mieux » ou « je suis en train d'apprendre ». Cette rééducation mentale modifie les circuits neuronaux associés à l'anxiété et à la dépression et renforce ceux qui soutiennent la confiance en soi et la résilience émotionnelle. Toutefois, il est important de reconnaître que la neuroplasticité ne joue pas toujours en notre faveur. Tout comme nous pouvons renforcer des circuits neuronaux positifs, nous pouvons également, sans le vouloir, solidifier des schémas de pensée ou de comportement négatifs. Par exemple, ruminer continuellement des pensées anxieuses ou procrastiner renforce les connexions neuronales associées à ces comportements. C'est pourquoi il est essentiel de pratiquer consciemment des comportements et des pensées qui soutiennent un bien-être positif. La neuroplasticité exige un effort intentionnel et une pratique régulière pour produire des résultats durables. Cela nous ramène à la question plus large de la liberté humaine dans la quête du bonheur. Si le cerveau est malléable et si nous pouvons influencer nos schémas de pensée et de comportement, cela signifie que nous avons un certain degré de contrôle sur notre bien-être. Cette idée s'inscrit dans la tradition philosophique du stoïcisme, selon laquelle nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe dans le monde extérieur, mais nous avons toujours la possibilité de contrôler notre réponse à ces événements. Le développement de la neuroplasticité nous permet, dans une certaine mesure, de cultiver cette liberté intérieure, en renforçant notre résilience émotionnelle et notre capacité à trouver du sens dans les situations difficiles. Mais la neuroplasticité a également ses limites. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités à modifier les schémas neuronaux et des facteurs comme l'âge, les traumatismes passés ou les troubles psychologiques peuvent limiter la vitesse et l'efficacité de ces changements. De plus, les modifications neuronales prennent du temps. Adopter une nouvelle habitude ou changer un schéma de pensée peut prendre des semaines, voire des mois, et nécessite une pratique régulière et une persévérance continue. Cela ne veut pas dire que la quête du bonheur est impossible ou illusoire. Au contraire, comprendre les mécanismes de la neuroplasticité nous donne des outils pour influencer notre bien-être. Mais cela nous rappelle également que le bonheur n'est pas un état permanent ou un objectif fixe. C'est un processus dynamique qui fluctue en fonction de nos expériences, de nos actions et de nos efforts conscients. En conclusion, bien que nous ne puissions pas tout contrôler, la neuroplasticité nous offre une forme de pouvoir sur notre bien-être. Nous pouvons entraîner notre cerveau à cultiver des émotions positives, à modérer les réponses automatiques au stress et à créer des habitudes qui favorisent un bonheur durable. Ce processus, qui combine à la fois la philosophie et les neurosciences, montre que le bonheur est un équilibre entre l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et l'effort constant pour façonner ce qui est à notre portée. Après avoir exploré le rôle de la neuroplasticité dans la quête du bonheur, nous devons maintenant nous tourner vers une autre dimension cruciale: la manière dont la technologie et les outils numériques affectent notre bien-être émotionnel et mental. Le XXIe siècle a apporté une transformation radicale dans nos modes de vie, avec l'émergence des réseaux sociaux, des smartphones et des dispositifs connectés qui occupent une place centrale dans nos vies quotidiennes. Ces technologies,
tout en nous facilitant l'accès à l'information et à la communication, soulèvent des questions profondes sur leur impact sur notre bonheur. Sommes-nous devenus les victimes d'un système qui, au lieu de renforcer notre bien-être, le sabote inconsciemment? Pour comprendre l'effet de la technologie sur le bonheur, il est essentiel de revenir à des concepts philosophiques qui, bien qu'anciens, résonnent particulièrement aujourd'hui. Prenons par exemple l'idée d'aliénation, développée par Karl Marx dans un contexte industriel, mais qui trouve une nouvelle pertinence dans l'ère numérique. Selon Marx, l'aliénation se produit lorsque les individus sont déconnectés du processus et du résultat de leur travail, entraînant un sentiment de détachement et de perte de sens. Dans notre monde contemporain, cette aliénation pourrait bien être exacerbée par l'omniprésence des écrans, qui créent une distance entre nous et nos expériences réelles, en nous immergeant dans un univers virtuel, souvent superficiel. Les réseaux sociaux, en particulier, sont devenus une source majeure de comparaison sociale, un concept central en psychologie. Le psychologue Leon Festinger, dans sa théorie de la comparaison sociale, a démontré que les humains ont une tendance naturelle à se comparer aux autres pour évaluer leur propre réussite et leur bien-être. Cela pouvait être relativement inoffensif dans des contextes sociaux limités. Mais avec les réseaux sociaux, cette tendance est devenue exponentiellement plus dangereuse. Aujourd'hui, nous sommes constamment exposés aux vies soigneusement filtrées et embellies des autres, créant une perception fausse de la réalité. Des études montrent que les utilisateurs fréquents des réseaux sociaux, en particulier les jeunes, sont plus susceptibles de ressentir de l'anxiété, de la dépression et de l'insatisfaction personnelle. En se comparant aux images idéalisées qu'ils voient, ils se sentent souvent insuffisants. Leur propre vie leur apparaît sans terne en comparaison. Ce phénomène n'est pas simplement anecdotique. Des études menées sur l'impact des réseaux sociaux, comme celles réalisées par des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie, ont montré que réduire l'utilisation des réseaux sociaux à 30 minutes par jour pouvait entraîner une diminution notable des niveaux de dépression et de solitude. Le simple fait de limiter l'exposition aux stimuli numériques aide à restaurer une forme de clarté mentale et de bien-être émotionnel. Cela montre à quel point notre cerveau, naturellement malléable comme nous l'avons vu avec la neuroplasticité, peut être affecté par les stimuli constants et artificiels des mondes numériques. La structure même des réseaux sociaux et des outils numériques est pensée pour capturer notre attention de manière répétitive et addictive. Le principe du feed infini, des plateformes comme Instagram ou Facebook, est conçu pour nous garder connectés aussi longtemps que possible, stimulant sans cesse le système de récompense du cerveau par de petites doses de dopamine, créant une boucle de rétroaction addictive. Cela ressemble à ce que les philosophes hédonistes, comme Épicure, auraient peut-être dénoncé: la poursuite de plaisirs immédiats, mais éphémères. Ces petits pics de plaisir que nous ressentons en vérifiant nos notifications ou en recevant des likes ne conduisent pas à un bonheur durable. Au contraire, ils nous laissent souvent avec un sentiment de vide, puisque ces récompenses sont temporaires et que la satisfaction obtenue est minime. Les implications philosophiques de cette surstimulation numérique sont profondes. Si Aristote était vivant aujourd'hui, il pourrait nous rappeler que le véritable bonheur, ou eudémonia, ne réside pas dans l'accumulation de petits plaisirs, mais dans la réalisation d'une vie vertueuse et équilibrée. Le philosophe grec soulignerait que, bien que la technologie puisse offrir des distractions agréables, elle ne doit pas nous détourner des activités qui ont du sens, qui nous permettent de réaliser notre potentiel et de contribuer positivement à la société. De plus, il est évident que la culture du numérique, marquée par la gratification immédiate, entre en conflit direct avec cette quête de l'épanouissement à long terme. Mais la technologie ne présente pas seulement des risques pour notre bonheur. Elle offre également des outils puissants pour ceux qui savent les utiliser avec intention. Des applications de méditation guidée,
des plateformes d'apprentissage ou des réseaux qui facilitent des connexions significatives entre les gens peuvent renforcer le bien-être. Prenons l'exemple des applications de pleine conscience, comme Headspace ou Calm, qui permettent à des millions de personnes d'intégrer des pratiques méditatives dans leur quotidien, favorisant ainsi une régulation émotionnelle plus efficace et une réduction du stress. Ces outils, lorsqu'ils sont utilisés de manière réfléchie, exploitent la puissance de la technologie pour soutenir la neuroplasticité, comme nous l'avons vu dans la partie précédente, et aident à modérer les réponses automatiques du cerveau aux stimuli négatifs. De plus, la technologie offre des opportunités uniques pour ceux qui souffrent de troubles psychologiques. La téléconsultation avec des thérapeutes, la thérapie cognitive en ligne et même l'utilisation de la réalité virtuelle pour traiter des troubles comme l'anxiété ou le stress post-traumatique sont des avancées prometteuses. Ces outils rendent les soins de santé mentale plus accessibles et, dans certains cas, plus efficaces. Cela montre que la technologie, bien qu'ambivalente dans son impact sur le bonheur, peut être un outil puissant si elle est utilisée pour le bien-être et non comme une simple source de distraction. Pourtant, la clé réside dans l'intention. C'est là que réside le véritable défi. Nous vivons dans un monde où la technologie est omniprésente, et il est facile de se laisser happer par ses aspects les plus addictifs. Il devient donc crucial de développer une relation plus consciente avec ces outils. Cela rejoint l'idée stoïcienne de maîtrise de soi et de modération. Selon Sénèque, le bonheur ne réside pas dans la consommation aveugle de plaisir, mais dans la capacité à choisir ce qui est bon pour nous et à éviter ce qui nous fait du mal. De la même manière, utiliser la technologie de manière intentionnelle, en choisissant des activités qui renforcent notre bien-être plutôt que de simplement céder aux distractions faciles, est un acte de maîtrise de soi qui peut renforcer notre bonheur. Un autre aspect à prendre en compte est l'évolution des relations humaines à l'ère numérique. Les réseaux sociaux prétendent nous connecter, mais de nombreuses études montrent que la qualité de ces interactions virtuelles est souvent superficielle et peut même renforcer le sentiment de solitude. La technologie peut créer une illusion de proximité tout en diminuant la profondeur des relations. L'être humain est, par nature, un être social, et notre bien-être dépend fortement de la qualité de nos relations. Une étude de Harvard, menée sur plusieurs décennies, a montré que la qualité des relations humaines était le facteur le plus déterminant du bonheur et de la longévité. Or, la technologie, lorsqu'elle est utilisée de manière excessive ou incorrecte, peut saper cette connexion humaine essentielle en remplaçant des interactions profondes par des échanges rapides et dépersonnalisés. Cependant, il est important de ne pas diaboliser la technologie. Comme nous l'avons vu, elle peut aussi être une force positive. La clé est de savoir comment et pourquoi nous l'utilisons. Plutôt que de consommer passivement des contenus numériques qui renforcent la comparaison sociale et l'insatisfaction, il est essentiel de chercher à exploiter les outils numériques pour renforcer les connexions réelles, faciliter l'apprentissage et promouvoir des pratiques de bien-être. Cela rejoint l'idée aristotélicienne de choisir des actions qui contribuent à notre épanouissement à long terme, plutôt qu'à des gratifications immédiates mais éphémères. En définitive, la technologie est un instrument puissant qui peut, selon la manière dont elle est utilisée, soit nous rapprocher de notre quête du bonheur, soit nous en éloigner. Elle peut être une source d'aliénation, de comparaison et de distraction superficielle, mais elle peut aussi faciliter l'accès à des outils de bien-être, à l'apprentissage et à des relations significatives. La responsabilité repose sur nous. Pouvons-nous faire preuve de la maîtrise nécessaire pour utiliser ces outils de manière à renforcer notre bien-être, ou sommes-nous destinés à en devenir les victimes ? La réponse à cette question réside dans notre capacité à adopter une approche plus consciente et réfléchie, en tirant parti de ce que la technologie a à offrir, tout en nous rappelant que le bonheur véritable ne se trouve pas dans les plaisirs éphémères,
mais dans la construction d'une vie significative, connectée aux autres et à nous-mêmes. Cette réflexion sur la technologie moderne, alliée aux principes philosophiques et neuroscientifiques, nous montre que, malgré l'évolution rapide de notre environnement, les principes du bonheur demeurent constants. Intention, équilibre et connexion. Nous devons donc apprendre à naviguer dans ce nouveau monde avec sagesse, en nous concentrant sur ce qui est réellement essentiel à notre bien-être. Dans cette 8e partie, nous allons explorer comment le bonheur est influencé par 2 grandes forces, notre biologie et notre environnement social. En d'autres termes, quelle est la part de notre bonheur qui découle de nos gènes et de la structure de notre cerveau, et quelle est celle qui est façonnée par les contextes dans lesquels nous vivons, notre culture, notre statut socio-économique, nos relations. Ce débat, qui interroge les limites entre déterminisme et libre arbitre, est essentiel pour comprendre la complexité du bien-être humain. Du point de vue de la biologie, il est clair que nous ne partons pas tous avec les mêmes cartes en main. Des études sur les jumeaux identiques, mais sur la génétique du bonheur, ont montré qu'environ 50% de notre propension à être heureux peut être attribuée à nos gènes. C'est ce que les scientifiques appellent le set point du bonheur, un niveau de base auquel nous revenons naturellement après des événements positifs ou négatifs. Certaines personnes semblent tout simplement être plus programmées pour être heureuses, de la même manière que certaines ont plus de facilité à être optimistes ou à faire face au stress. Cependant, réduire le bonheur à une question de biologie serait simpliste. Nos gènes ne sont qu'une partie de l'équation. L'autre moitié, voire plus, de ce qui nous rend heureux dépend des circonstances externes, qu'il s'agisse de notre éducation, de notre niveau de revenu, de notre accès aux soins de santé, de la stabilité de nos relations sociales ou de la culture dans laquelle nous grandissons. En d'autres termes, si nous n'avons pas tous le même set point de départ, l'environnement dans lequel nous évoluons joue un rôle majeur dans la manière dont ce potentiel est actualisé. Prenons l'exemple du statut socio-économique. De nombreuses études montrent que, jusqu'à un certain seuil, un revenu plus élevé peut améliorer le bien-être, car il permet de satisfaire les besoins fondamentaux, logement, nourriture, sécurité. Cependant, au-delà d'un certain point, l'augmentation du revenu n'a plus le même impact significatif sur le bonheur. Une étude bien connue, menée par Daniel Kahneman et Angus Deaton, a révélé que ce seuil se situe autour de 75 000 $ par an aux États-Unis. Au-delà de ce montant, les gains supplémentaires ne contribuent pas forcément à une augmentation du bonheur subjectif. Cela suggère que le bonheur, une fois les besoins de base satisfaits, repose davantage sur des facteurs internes et relationnels que sur l'accumulation de richesses. Un autre facteur crucial est l'influence de la culture. Le bonheur n'est pas ressenti de la même manière à travers le monde. Par exemple, dans les cultures collectivistes, comme celles que l'on retrouve en Asie, le bonheur est souvent lié à l'harmonie au sein du groupe et aux relations familiales, tandis que dans les cultures individualistes, comme en Europe occidentale ou aux États-Unis, il est souvent associé à l'accomplissement personnel et à la réalisation de soi. Cela montre que notre conception du bonheur n'est pas seulement individuelle, mais qu'elle est largement influencée par les normes et les attentes sociales. Dans un contexte où l'on valorise la performance, comme dans de nombreuses sociétés occidentales, les individus peuvent se sentir sous pression pour réussir, ce qui peut paradoxalement nuire à leur bien-être. Les relations sociales jouent également un rôle fondamental dans notre bien-être. Le célèbre Harvard Study of Adult Development, qui a suivi des centaines d'hommes pendant plus de 80 ans, a montré que la qualité des relations humaines est l'un des principaux déterminants du bonheur et de la longévité. Ce n'est pas la richesse matérielle, ni même la réussite professionnelle, qui prédit le bonheur à long terme, mais la profondeur et la qualité des liens que nous tissons avec les autres.
Les individus qui entretiennent des relations sociales solides, qu'il s'agisse d'amis proches, de membres de la famille ou de partenaires, sont plus susceptibles de rester en bonne santé et d'être heureux tout au long de leur vie. Cependant, l'environnement social peut aussi jouer contre nous. La comparaison sociale, particulièrement exacerbée par les réseaux sociaux, peut être une source importante d'insatisfaction. Comme l'a montré le psychologue Leon Festinger dans sa théorie de la comparaison sociale, nous avons tendance à évaluer notre bien-être en nous comparant aux autres. Dans un monde hyper connecté, où chacun expose ses moments de réussite et de bonheur apparent, cela peut créer une pression et un sentiment de dévalorisation. Paradoxalement, plus nous sommes exposés aux réussites des autres, plus nous risquons de percevoir notre propre vie comme insuffisante, même si objectivement, nous vivons dans de bonnes conditions. Ce contraste entre notre biologie et notre environnement social soulève une question philosophique profonde. Sommes-nous vraiment libres d'être heureux, ou bien notre bonheur est-il largement déterminé par des facteurs que nous ne contrôlons pas? Du côté des philosophes existentialistes comme Sartre, la liberté individuelle est mise en avant. Nous sommes responsables de nos choix et de la manière dont nous décidons de réagir aux circonstances. Même si nos conditions de départ sont inégales, il nous appartient de choisir notre attitude face à ces conditions. D'un autre côté, le déterminisme, notamment celui proposé par les philosophes comme Spinoza, nous rappelle que nos émotions et notre bonheur sont, en grande partie, le produit de forces externes et internes sur lesquelles nous avons peu de contrôle. Spinoza soutenait que notre bonheur dépendait de notre capacité à comprendre ces forces et à nous y adapter, plutôt que de lutter pour un contrôle impossible. Cette tension entre liberté et déterminisme trouve un écho dans les découvertes neuroscientifiques et psychologiques contemporaines. Nous savons désormais que, bien que notre biologie et notre environnement jouent un rôle central, nous avons tout de même un certain degré de pouvoir sur notre bien-être, notamment grâce à des pratiques comme la méditation, le développement de relations positives et l'engagement actif dans la société. La clé réside dans notre capacité à naviguer entre ces deux forces, en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, comme notre génétique ou certaines circonstances, tout en prenant des actions conscientes pour améliorer ce que nous pouvons influencer. Ainsi, si notre bonheur est en partie déterminé par la biologie et l'environnement, nous ne sommes pas complètement impuissants. La prise de conscience de ces influences et le développement de stratégies pour y répondre intelligemment peuvent nous aider à maximiser notre potentiel de bien-être, même face aux défis inévitables de la vie. En guise de conclusion, il apparaît clairement que le bonheur est une quête complexe et multidimensionnelle, influencée à la fois par notre biologie, nos relations sociales, notre culture et désormais la technologie. Nous avons vu comment des philosophes de toutes époques, de Sénèque à Sartre, nous ont offert des pistes pour comprendre notre place dans cette quête. Tout comme les neurosciences et la psychologie moderne nous donnent des outils concrets pour façonner notre bien-être. Cependant, il est essentiel de comprendre que le bonheur n'est ni une destination fixe, ni un état permanent. Il est dynamique, fluctuant, et souvent le résultat de petites actions quotidiennes, de choix réfléchis et d'une conscience aiguë des forces qui nous influencent, qu'elles soient internes ou externes. En acceptant cette réalité et en apprenant à naviguer entre ces influences, nous pouvons cultiver un bonheur plus authentique et durable. Ainsi, que vous décidiez d'explorer la méditation, de limiter votre exposition aux réseaux sociaux ou d'adopter des habitudes plus positives, souvenez-vous que la quête du bonheur est un processus continu. Le bonheur ne se trouve pas uniquement dans la recherche de plaisirs éphémères ou dans l'accumulation de richesses, mais dans la manière dont nous choisissons de vivre et de donner du sens à nos expériences. Merci d'avoir écouté cet épisode du Neurophilosophe. Si ce voyage à travers les idées philosophiques, la psychologie et les neurosciences vous a inspiré ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager vos impressions avec moi en commentaire.
Je serai ravi de lire ce que vous en avez pensé et de répondre à vos questions. Si vous souhaitez continuer à explorer ces fascinantes intersections entre la philosophie et la science, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Chaque semaine, nous plongeons dans des sujets qui remettent en question notre compréhension de la vie, de l'esprit et des comportements humains. Si cet épisode vous a apporté de la valeur, je vous encourage également à le partager avec vos amis, vos proches ou toute personne qui pourrait être intéressée par ces sujets. Et n'oubliez pas de laisser un like si vous avez apprécié cette discussion. Merci encore de votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode où nous explorerons un autre thème passionnant à l'intersection de la philosophie et des neurosciences. Le savoir est le pouvoir, mais la sagesse, c'est de savoir comment l'utiliser. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie.